Mon voyage au Groenland se poursuit plus au sud, là où naissent les icebergs. Voilà, vous avez compris que les glaces au Groenland, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Et là, maintenant, je voudrais vous présenter un monstre. Il est là. C'est le Cermek Kujalleq. C'est le nom de ce glacier classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et juste derrière, là, vous avez la calotte glaciaire qui est gigantesque. Et tous les ans, elle reçoit énormément de neige. Donc, elle est lourde, très lourde. Donc, elle cherche à s'étendre comme ça par les côtés notamment. Et donc, elle pousse ce glacier qui avance. C'est l'un des plus rapides du monde. Ça ne se voit pas du tout, il a l'air totalement immobile, mais il avance de 20 mètres par jour. Et donc la glace qui avance comme ça au-dessus de la mer, au bout d'un moment, ça craque, ça s'effondre, ça fait d'énormes morceaux de glace qui tombent. Et quand je dis énorme, les morceaux tout déchirés là, que vous apercevez, ça a l'air tout petit vu d'ici, mais ce que vous voyez là, les gros morceaux, ça peut faire 100 mètres de haut. Ce sont des falaises de glace vertigineuses. Ce sont des glaçons monstrueux. Et ces blocs de glace qui partent comme ça, eh bien, ce sont les icebergs. Et alors quand tout ça craque, s'effondre, ça peut produire des événements d'une intensité impressionnante. En 2008, ici, tout à coup, l'équivalent d'une surface de 80 km² de glace s'est effondré. Ça a duré 75 minutes et ce sont des images spectaculaires. Et 80 km², c'est l'équivalent de l'île de Manhattan à New York qui s'est écroulée en moins de 2 heures. Le plus grand effondrement de glacier jamais observé. Le Cermek, le plus gros fournisseur d'icebergs de l'hémisphère nord, en furie. Des images spectaculaires qui témoignent du recul des glaciers, un processus aggravé par le réchauffement climatique. Autrefois, ce glacier vêlait directement dans la mer. En moins de 100 ans, il a reculé de plus en plus vite vers le fond du fjord. Aujourd'hui, son front glaciaire se trouve à 60 km de l'embouchure. Alors, pour aller voir les icebergs qui sont là-bas, le principe c'est qu'il faut faire ami-ami avec un pêcheur qui vous emmène en bateau. Et il faut un pêcheur qui sait briser la glace, parce que alors là, je me demande comment on va passer. Oh, ah, c'est marrant, on sent le bateau qui cherche à monter sur les plaques de glace. Mais en fait, les blocs de glace s'imbriquent les uns dans les autres et ça bloque. Il m'a l'air un peu inquiet, le pêcheur. Et là, on recule devant l'obstacle. Il accélère un petit coup. Et ça craque. Ah oui, il met les gaz à fond. Ça passe pas? Notre moteur n'est pas assez puissant. Ah bon? Si je force trop, on va rester bloqué sur la glace. Et comment on va faire pour aller voir les icebergs alors? Il faut attendre
Le changement de marée. Le courant va chasser la glace. Ah, ok. Et il faut attendre combien de temps? Ce sera vers 14 heures. Ah oui, il faut attendre 6 heures. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez voir les icebergs, il faut attendre. Et lui, il passe là-bas, non? Il n'y arrive pas, lui? Oui, il essaye, mais je pense pas qu'il va y arriver. Non? Sur le bateau, je suis accompagné par Anders. Il est groenlandais et amoureux fou des icebergs. Et si lui réussit, ce serait une humiliation pour le capitaine? On ne s'humilie pas entre nous. On doit respecter la loi de la nature. Et on respecte aussi les décisions du capitaine. Yes. Et la glace, ça n'abîme pas le bateau? Ça peut pas percer un trou comme dans le Titanic? La glace est une force extrêmement puissante. Alors, il vaut mieux pas se retrouver coincé. Les anciens qui empruntaient le passage du Nord-Ouest, quand ils étaient bloqués, la glace faisait souvent couler leur bateau. Alors évidemment, ça peut être dangereux. Et ça peut pas nous arriver là. J'espère que non. C'est bien. Ça, c'est extraordinaire. Mais où est-ce qu'ils veulent absolument aller comme ça? Parce que vraiment, ils le veulent, hein? Ils veulent aller retrouver leurs filets et récupérer leur pêche. Hier, ils ont posé les filets et maintenant, ils doivent récupérer le poisson. Ah. S'ils attendent un jour de plus, le poisson sera gâché. Mais lui, il a réussi à plus avancer que nous. Oui, mais maintenant, on casse la glace ensemble. On s'entraide. Et les gros bateaux aident toujours les plus petits. Parce que nous, on fait bouger la glace, donc ça la fragilise pour lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que sur les bords, la glace est toujours plus fragile. Et on sent la détermination de l'être humain, là. Hein? Comme on dit, la vie trouve toujours un chemin. Si vous regardez avec les jumelles, là-bas, il y a des gens, ils ont un problème, ils sont bloqués dans la glace, ils sont coincés avec leur bateau. Ah, yes! Ah oui, il y a des gens là-bas. Oh, les pauvres! Ah oui, ils sont descendus de leur bateau qui est pris dans la glace et ils se sont assis sur la côte. Et alors, ils sont là depuis combien de temps, vous pensez? Sans doute depuis hier. Vraiment? Oui. Et on peut même pas aller les sauver, là? Non, il vaudrait mieux qu'ils abandonnent leur bateau et qu'ils remontent la colline à pied. Mais apparemment, ils espèrent encore sauver leur bateau. C'est pour ça qu'ils attendent. S'ils abandonnent leur bateau, la glace va finir par le briser et il coulera. Repartir à pied, ça veut dire perdre leur gagne-pain. Ah ouais. La pêche est un métier difficile. Mais grâce à nos pêcheurs, tout le monde en Europe peut manger du bon flétan. Et ça, c'est impressionnant parce que ça a l'air tout calme, très beau, très paisible. Et en fait, c'est super dangereux. Comme une femme. Ah, vous avez une vision des femmes très particulière. Oui. Le lendemain matin, on retente notre chance. Cette fois sur un bateau plus petit. Et aujourd'hui,
les courants ont chassé les glaces. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Là, alors, après beaucoup d'efforts hier, on a annoncé, aujourd'hui, on a réussi, on est passé. Et là, franchement, j'hésite à le dire, mais je pense que c'est un des plus beaux endroits du monde. Vous vous rendez compte du trésor incroyable que vous avez là, c'est dingue. Oui, c'est dingue. Et on essaie de le faire découvrir au reste du monde. Alors c'est super quand des gens comme vous viennent visiter. C'est à la fois énorme, imposant et en même temps calme. Elles font combien au plus haut les falaises de glace qui nous entourent là? Certaines s'élèvent jusqu'à 115 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ah! Oh la vache! Oh, j'ai eu peur. Et il y a une vague qui se déclenche du coup? Ah. Voilà. Parce que là, j'ai vu la vague qui s'est déclenchée, c'est pas un bout gigantesque qui est tombé. Mais si c'est un très gros bout qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas, il va se former une vague énorme. Eh oui, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais, on avance en permanence. C'est toujours pareil, c'est très calme et en même temps, c'est des sensations fortes. Donne-moi la main. Tout va bien. J'ai eu peur, voilà. Ces icebergs vont rester ici environ 8 mois. Puis ils vont entreprendre un long voyage de 3 ans, portés par les courants, le long de la côte, jusqu'à l'extrême nord du Groenland. Ensuite, ils passeront au large de l'île de Baffin, pour finir par fondre dans les eaux de Terre-Neuve. Et si on prend un morceau de glace de ces icebergs, il a quel âge en moyenne? Quand s'est formée la glace? La glace qu'on voit ici doit avoir entre 3000 et 5000 ans, parce qu'elle provient du bord de la calotte glaciaire. Mais si on creuse au centre de la calotte, on peut aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur, et là, la glace peut avoir 200 000 ans. Ça veut dire que si on retrouve quelque chose dans la glace, il est conservé depuis 200 000 ans. Ça arrive? Oui. Les scientifiques ont trouvé du sable du Sahara, par exemple. Avec le carbone 14, ils déterminent l'âge de la glace. Et comme ça, ils peuvent répertorier à quelles époques ont eu lieu les grosses tempêtes de sable. Moi, je trouve cet endroit bouleversant. Mais vous, qui êtes groenlandais, qu'est-ce que vous ressentez, vous, ici? Je me sens petit et privilégié. Ça me fait réaliser que je veux profiter de la vie au maximum. Un jour, ces icebergs mourront, et moi aussi. Eux, ils ne sauront jamais ce qui leur est arrivé. Ils redeviendront juste de l'eau. Le Groenland est une énorme émotion. Je dois maintenant retrouver la civilisation et ses drôles d'habitudes. Ça, c'est des trucs qu'on n'imagine pas quand on vient pas ici, parce que, regardez, là, vous avez plein de chiens de traîneau. Il y a une compétition qui est organisée pas très loin. Et ben, comment ils voyagent, vous pensez, les chiens à partir d'ici? Eh ben, en hélico. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est normal ici, c'est la vie quotidienne. Là, il y a plus de 70 chiens qui vont monter dans l'hélico, là. Et on dirait qu'ils n'ont pas très envie de monter dans l'hélico. Pour certains de ces chiens, c'est la première fois qu'ils vont voyager en hélico. First time? Je suis en fait de retour à Uummannaq, en transit.
En fait, ici, c'est un peu la ville. La ville sur son île, parce que ça, c'est une île, hein. On n'en a pas l'impression, parce que là, on est sur du dur, mais là, sous mes pieds, c'est la mer. Donc, Uummannaq, c'est une île. Elle est massif. Là-bas, en face, les gros rochers dans le lointain, ce sont d'autres îles sur lesquelles vivent parfois des toutes petites communautés de 30, 40, 50, 200 habitants, pas plus. Et pour aller de la ville à la banlieue, ben, il y a les moyens de transport qui sont ici. Ici, c'est le point de départ. Il y a les scooters des neiges et puis le chien de traîneau. Parmi les passagers ce jour-là, Sika. Les chiens de traîneau, c'est son moyen de transport favori. Bonjour. J'ose pas trop. Ils mordent pas? They don't bite? No. Mais s'ils se fâchent, ils peuvent mordre. Bonjour. Bonjour. Hi. Et vous allez où, vous? Je vais à Satut. Satut aussi. Ok. Et c'est très loin? Is it far? C'est à une vingtaine de kilomètres. C'est le début d'un voyage féerique. C'est très calme, pas un bruit. C'est marrant parce que pour vous c'est aussi normal que prendre le bus et moi j'ai l'impression de partir en expédition. C'est vraiment beau. Et à chaque fois, ça me surprend. Ça me plaît toujours autant. Alors là en fait, les chiens du deuxième attelage sont pris dans le cadre du premier. Donc un coup de couteau et voilà. Et un chien, et qu'est-ce qui va devenir le chien tout seul? Il va suivre. Ah. Alors là, il y a un petit vent qui se lève. Et quand ça souffle fort et qu'il y a du blizzard et de la tempête, ça doit être horrible, le traîneau. Quand le vent se lève, il faut faire attention et bien se protéger. Vos joues peuvent geler, il faut bien les réchauffer. Ça peut être vraiment pénible. Surtout s'il se met à neiger. Alors on ne voit plus rien et on ne sait pas où on est. Quand il fait beau, c'est magnifique. Mais quand le temps est mauvais, c'est vraiment horrible. Et quand on ne voit plus rien, les chiens, eux, ils savent où aller? Bah non, c'est nous qui les dirigeons. On leur indique le chemin, et si on ne sait pas dans quelle direction aller, les chiens, ils ne savent pas non plus. Et des fois, vous êtes perdu? Vraiment? Ça peut arriver. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part attendre que ça passe, ou essayer de retrouver son chemin. Vous remarquerez que la banquise, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas plat. Et je dirais même que ça fait un peu mal aux fesses au bout d'un moment. La banquise, vous voyez, il y a des bosses comme ça, des petites... Il y a des glaçons. Et il n'y a pas de réseau, j'imagine, là, pas de téléphone possible pour appeler au secours. Parfois, on arrive à capter un peu. Et là, vous pensez par exemple qu'on peut avoir du signal? Je sais pas. Vous pouvez essayer. Ah oui. Ah, et bien voilà. Vous pouvez appeler chez vous. Ah, ça, c'est extraordinaire, ça. On est sur la banquise, loin de tout, mais vous avez de la 3G et du téléphone. Il y a un truc qui ne m'épate, c'est que moi, je suis tout emmitouflé dans 4 épaisseurs. Et vous, ça a l'air tout léger, ce que vous avez là. Et c'est chaud. Ah, ces vêtements-là sont vraiment chauds. C'est ce que nos ancêtres portaient. C'est de la peau de phoque. Les phoques vivent dans l'eau très froide.
C'est pour ça qu'on porte ça. Si votre blouson est mouillé, il peut devenir très froid et gelé. La peau de phoque est étanche. Il y a beaucoup de gens plus au sud qui détestent les gens qui portent de la fourrure comme ça, de la vraie fourrure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, je les comprends. Mais s'ils viennent ici, ils verront qu'on fait ça de manière raisonnée. On ne tue pas les phoques pour rien. On utilise tout ce qu'on peut. C'est un peu comme chez vous si je disais qu'il ne faut pas tuer les vaches. On mange la viande de phoque comme vous mangez de la vache. C'est ça tout qu'on voit là, on arrive? Oui, c'est ça, entre les icebergs. C'est étonnant parce qu'on est... là, on est vraiment dans un endroit très reculé. Plus reculé que reculé. Et c'est pas dur, c'est très coloré. C'est plein de petites taches de couleurs, de petites maisons. C'est presque joyeux. C'est très coloré. Et justement, c'est parce que c'est un endroit reculé qu'il doit avoir l'air joyeux. Et en fait, les couleurs sur les maisons, elles ont une signification. Par exemple, les maisons rouges, les gens qui les habitent sont soit des instituteurs, soit des commerçants. Ah bon, c'est-à-dire que les couleurs indiquent la profession de l'occupant. Oui, c'est comme ça. Et là, il y a une maison bleue. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle est habitée par un chasseur ou un pêcheur. C'est pour ça la couleur bleue. Et vert? Le vert signifie que la personne qui vit là travaille dans les métiers de la communication. Ah, ça, c'est marrant. Et alors, rose, là-bas, pink? Le rose, rien, c'est juste une couleur à la mode. Ah, c'est le fantaisiste. Oui, c'est ça. Okay. Oui, mais alors, si par exemple je suis enseignant et que j'aime le bleu, j'ai pas le droit de peindre ma maison de la couleur que je veux. Ah, vous devez juste épouser un chasseur. Ah, d'accord. Et vous aurez droit à une maison bleue. Bah, dis donc. Non, c'est pas aussi strict que ça. Ok. Le jaune, c'est infirmerie. Et je me demande bien comment ça se passe dans une infirmerie toute seule au bout du monde, séparée par la banquise de tout hôpital. On va aller voir. Bonjour. Hello. Vous êtes l'infirmière? Ouais, entrez, on est en pleine consultation avec le médecin. Ok. Excusez-moi. Sorry, excuse me. Mais vous parlez avec qui là? Bonjour. Hello. Avec qui est-ce que vous parlez là? Alors là, je suis en communication avec l'infirmière en chef et le médecin pour une consultation. Ah, et donc le médecin... Bonjour. Hello. Bonjour. Et le médecin, il est à quel endroit? In Umanak. Ok. Ah oui, bah oui, vous m'entendez. Et vous pouvez faire une consultation à distance, comme ça. Oui, bien sûr. Grâce à la présence de l'infirmière du dispensaire, qui est à côté de vous, on peut faire différents examens. Par exemple, elle peut palper l'estomac, ou alors regarder dans les oreilles du patient, et elle peut nous envoyer les images.
Elle peut aussi utiliser un stéthoscope et nous envoyer le son par mail. Et c'est aussi précis, aussi efficace qu'une consultation face à face? Oh, ça nous donne beaucoup de détails, mais pas tous, bien sûr. En discutant avec le patient, on en apprend déjà pas mal. Ça, c'est épatant. Oui, parce qu'on peut difficilement imaginer qu'il y a ici un médecin dans une si petite communauté en permanence. Eh oui, ça serait impossible. Ouais. Et vous, en tant que patiente, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est très important de pouvoir consulter un médecin comme ça. On ne va à Uummannaq que lorsqu'on est gravement malade. C'est trop loin. Vous savez, ce matériel est d'une grande aide pour nous. C'est une question de survie. Ok, ben merci beaucoup. Thank you very much. Je suis très impressionné de voir ça dans un endroit comme ça, tout perdu. Et au revoir à Uummannaq. Bye bye. Thanks a lot. Ça, c'est incroyable quand même.